bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. C'est avec plaisir que je reçois nos chroniqueurs aujourd'hui pour échanger sur l'actualité de cette semaine. Bonsoir. Je ne veux pas que je dise Maître Philippe Saint-Cyr. Bonsoir. Je ne veux pas dire le contraire. Bonsoir à tout le monde, chers auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, très sportif cet après-midi. Tu reviens d'une séance de karaté peut-être? Non, mais enfin bon, j'ai décidé de me livrer à la natation. Pour des raisons non, parce que le karaté a eu un peu raison notamment de mes lombaires. D'accord. Et on m'a conseillé, les lombaires, d'une manière générale. Tous les sportifs, qui en particulier le sport de haut niveau, ont des problèmes articulaires. Donc la natation est éminemment conseillée. Bien. Tout à fait. Merci beaucoup Michel, Charles Chamas, merci d'être avec nous. Merci Mano de l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV que je retrouve avec plaisir et bien évidemment avec mes contradicteurs préférés. Est-ce que je peux dire rédacteur en chef du... Non, du Progressiste? Je ne suis qu'un éditorialiste de temps en temps, voilà, contributeur avec des articles. Il dit qu'il est un contributeur. Voilà. En deux mots. D'après ce que je vois, il contribue avec des éditos quand même, parce que ce qui est important tu me permets que je dise ça, ce qui est important dans un journal qui prétend être un vrai journal, c'est qu'il y ait une ligne éditoriale. Une ligne. Moi, quand je lis le Canard enchaîné, je lis la première page. Alors j'ai dit que j'étais contributeur, mais j'étais aussi, et modestement je le dis, éditorialiste de temps en temps. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette précision. Bonsoir Béatrice Bellé. Bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs et bonsoir à tous les chroniqueurs ici présents que j'aime à taquiner. Suivez mon regard. On avait remarqué. Voilà, et merci à tous les quatre, une fois de plus, d'être réunis pour qu'on puisse parler de l'actualité. Alors on commencera évidemment par le décès du professeur, je ne sais pas comment dire, d'Armand Nicolas, professeur, c'est l'historien. D'ailleurs, Dalila Daniel a dit qu'il devrait avoir des obsèques nationales pour Armand Nicolas. Je ne sais pas si elle pensait faire venir Emmanuel Macron, mais enfin peut-être national martiniquais. Tellement c'est une stature, c'est quelqu'un d'imposant. Alors je sais que Michel connaît très bien, ainsi que Philippe Saint-Cyr. Oui, absolument. Et bon, les plus jeunes aussi probablement, mais ils ont fréquenté, je pense. Donc on commence par Philippe, peut-être. C'est Michel d'abord. Bon, Michel d'abord. Non, c'est extraordinaire parce que sur ce plateau, j'aime à constater que vous êtes d'origine diverse politiquement, mais vous êtes tellement agréables les uns envers les autres, c'est extraordinaire. C'est qu'on sait vivre, Je ne sais pas si tu te rappelles que lorsqu'il y a quelques années, nous avons commencé cette émission de kiosque, nous avons fait appel au concept de la politesse créole. OK ? Bon. Alors, ça n'empêche pas des oppositions vives sur le plan des idées, mais avec de la courtoisie. Alors, pour revenir au décès d'Armand Nicolas, bon, je vais lire simplement la une de Justice, fidèle à son engagement communiste et éveilleur de la conscience martiniquaise. Ça résume un peu son parcours. Il n'empêche qu'il a attiré il a l'attention d'autres cercles que le cercle étroitement politique, notamment son travail d'historien, qui a, notamment avec les 3 tomes de son Histoire de la Martinique, qu'il a volontairement rédigé dans un style accessible à tous. Bon, et ça résume un petit peu d'ailleurs. Je permets de donner une petite note personnelle. Quand on rédigeait des communiqués, des actes politiques, des tracts, des choses comme ça, le camarade de Armand Nicolas nous disait toujours qu'il fallait faire en sorte que nous soyons compris, et ne pas être compris de nous-mêmes. Bon. Donc ce souci de la clarté, on retrouve ça dans le déroulé de l'histoire de la Martinique. Et
bien entendu, je ne pourrais pas ne pas parler de l'acte, je dirais, qu'il a fait quand même, qui le fait reconnaître le plus, c'est le fait qu'il a, à partir de recherches dans les archives, il a prolongé un peu le travail qu'avait commencé un autre communiste qui s'appelle Gabriel Henry sur le fait que les esclaves s'étaient eux-mêmes libérés le 22 mai 1800, le 22 et 23 mai, les journées du 22 et 23 mai 1848 à Saint-Pierre, avec une révolte, bien sûr, qui a à Saint-Pierre, au prêcheur, etc. Contrairement à ce qui se passait jusque-là, parce que la gauche, jusqu'à cette contribution d'Armand Nicolas, célébrait l'abolition de l'esclavage dans la cour du palais de justice, devant la statue de Victor Schœlcher. Bon. Et le concept, il y a eu pendant longtemps un courant qui s'appelait le courant schœlcheriste. Le courant schœlcheriste, c'est la reconnaissance à la mère patrie, et d'ailleurs, bon, la statue de Victor Schœlcher, le libérateur qui tend la main au négrillon qui libère, dont il libère les chaînes. Armand Nicolas a cassé cette image en montrant que les esclaves se sont révoltés et ont imposé au gouverneur Rostolan, le 22 mai 1848, de signer l'abolition de l'esclavage. Le décret de Schœlcher est arrivé bien plus tard, parce que ça venait par bateau, c'est arrivé bien après. Donc, ça, c'est une contribution essentielle, ce qui fait que d'ailleurs, ces dernières années, on disait même qu'il était un peu le père du 22 mai. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Alors, il a été aussi, je vois, rédacteur en chef du journal Justice à 20 ans. Tout à fait. Oui. Bon, dans le parcours d'un militant, d'un intellectuel communiste, René Ménil, Georges Mauvois, Jules Monroe, mais bon, il y en a d'autres, André Aliquer. Bon, il y a dans toute la lignée sur 100 ans. Alors lui, Armand Nicolas, bon, c'était un peu c'était la rigueur. Et du fait qu'il soit communiste, il a été aussi révoqué de son... comment dire ça? L'ordonnance de 60. Il a été muté. Oui, il a été... Alors, en 1960, le gouvernement de Brie, sous le général de Gaulle, en pleine guerre d'Algérie, a pris une ordonnance qui permettait au préfet de muter d'office tout fonctionnaire dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public. La phrase est générale. Donc cette ordonnance a été appliquée particulièrement à la Martinique, mais elle a été appliquée aussi à La Réunion et en Guadeloupe, mais particulièrement en Martinique, à 4 communistes, Armand Nicolas, Walter Guiteau, qui est décédé, Georges Mauvois, qui est décédé, Guy Dufont, qui est toujours vivant. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer que Guy Dufont va donner une interview, il a 90 ans, il va donner une interview à Justice la semaine prochaine. Vous pourrez, ça a été un grand dirigeant de la jeunesse communiste et ça a été aussi un des fondateurs de l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Voilà. Bien. Voilà. L'OJAM. Donc, mais effectivement, et pendant 15 ans, ces 4 camarades-là, ils ont refusé la mutation, donc ils ont été révoqués de la fonction publique. Il y a eu une mobilisation de tous les démocrates martiniquais, il faut le dire, tous les partis de gauche, partis socialistes, partis progressistes, les avocats, les syndicats, etc. D'ailleurs, il y avait un comité qui s'appelle le comité des libertés publiques, sous la direction d'un homme aussi extraordinaire qui s'appelait Louis Adrassé, qui était un schœlcheriste, un laïc, acharné, notamment un laïc tranchant. Et on a obtenu que c'est le gouvernement socialiste, avec Mitterrand, je le dis, qui a enfin... un peu avant, excusez-moi. 74, je crois. En 74. Il y a eu une amnistie qui a été prononcée. Voilà. Et ce n'est qu'après, d'ailleurs, qu'on a un peu reconstitué leur carrière. Mais
pendant près de 15 ans, ils ont vécu des subsides des camarades. On me dit ces camarades faisaient Ticalo. Pas totalement reconstitué d'ailleurs. Non, pas totalement reconstitué. Mauvois, par exemple, il est devenu apiculteur. Tout à fait. Mauvois c'est improvisé apiculteur. Bien. Donc, voilà. Maître Philippe Saint-Cyr. Oui, et Mauvois, oui, je me souviens très bien de lui. Il a continué ses études de droit. Il a été mon étudiant. Et il a été avocat par la suite. Non, mais ça, d'accord. Oui. Non, mais c'est bien d'expliquer ça. Il faut rappeler tout ça parce que moi, ces hommes-là m'ont frappé. Vraiment, ce sont des gens que j'admire. Hein, ce sont des géants, Charles. Et véritablement, Armand Nicolas est l'un de ceux-là. Parce que c'est un militant vrai, homme courageux et qui a choisi son cap, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Okay? Oui. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes politiques qui puissent aujourd'hui avoir cette envergure. Et à côté de ça, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. C'était dans l'immeuble Clitandre, au début du conseil régional. Premier conseil régional. C'était un homme charmant, agréable, ouvert, intelligence remarquable, mais une poigne, lâche pas. Et je voulais saluer cet homme. C'est un grand homme et j'avoue que c'est l'un de ceux qui m'ont le plus marqué. Voilà ce que j'ai à dire bien humblement. Et je regrette fortement qu'Armand ne soit plus avec nous. Et je voulais dire quelque chose. Ce que Michel a dit sur ses travaux, c'est fantastique, effectivement. Il a écrit ses ouvrages dans cette direction que tu dis. Et vous savez que l'université, c'est toujours le foyer de la non-intelligence et de l'aigreur. Excusez-moi, je sais de quoi je parle. Et j'avais des collègues scientifiques, universitaires, qui prétendaient mépriser les travaux de Georges. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas été rédigés dans la forme académique et avec les références. Pour eux, c'est un ouvrage qui aurait dû faire 1000 pages avec un tas de renvois et qui aurait été parfaitement illisible. Et compris seulement par quelques-uns. Peut-être. S'ils le lisent. S'ils le lisent. Alors ça me fait quand même penser, ce que Michel et toi vous venez de dire là, ça me fait quand même penser à ce qui se passe au CHUM en ce moment. Tous les travailleurs, tous les soignants qui sont renvoyés chez eux parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Ça m'a fait penser à ça. C'est pas pareil. Hein, c'est pas... Non, mais par rapport à quoi tu fais des associations d'idées? Non, parce que le préfet arrive au cas Armand Nicolas. Parce que la suspension. La suspension par rapport à ça. C'est pas pour les mêmes causes, Michel, je suis bien d'accord. Mais n'empêche que quand vous avez parlé de ça, j'ai pensé à ce qui est en train de se passer au CHUM, puisque cette semaine encore, au CHUM, il y a eu des échauffourées. Donc ça m'a fait penser à ça. C'est pas du tout les mêmes causes. Monsieur le professeur. Ouf. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit fort bouillamment par mes prédécesseurs. Je veux simplement dire 3 choses. La première, c'est par approbation, par acquiescement que Philippe m'a parlé du géant, parce qu'on en a parlé juste avant l'antenne, et j'avais dit que c'était un géant, vraiment. Armand Nicolas, un géant, un monsieur, je dis un type, pardon, un monsieur d'une simplicité, d'une courtoisie, effectivement, d'une grande éducation. Et 3 choses. Donc la première chose, c'est qu'il devait partir après son bac. J'ai regardé un petit peu sa biographie. Il devait partir après son bac et il n'a pas pu à cause de la guerre. Et il s'est retrouvé être élève de Aimé Césaire pendant la première année. Donc il a été sensibilisé par l'enseignement de Césaire, qui lui n'avait pas de programme puisque c'était le post-bac. Il n'avait pas de programme et il a enseigné de manière assez libre la littérature américaine, européenne, etc. Donc ça a certainement formé l'esprit de M. Armand Nicolas. Ensuite, quand il est parti en 40... Excuse-moi, 2 secondes. Grégory, s'il te plaît, mets-moi le journal Justice à l'antenne pour qu'on puisse bien afficher sa photo, s'il te plaît, pendant qu'on parle de lui. Deuxième élément, en 1943, il va partir, il va poursuivre ses études et il va aller au Maroc. Oui. Et c'est là qu'il va découvrir, je lis la phrase, la réalité du colonialisme d'une France libre et généreuse. Et en fait, il sera confronté au traitement de l'indigénat et à la manière dont les Français sont dans un pays et puis vivent l'occupation du pays comme étant une source uniquement avec un manque de considération totale pour les habitants et la population.
Et puis, troisième élément, concernant Armand Nicolas, à l'époque, le Parti communiste martiniquais était autonomiste. Et Armand Nicolas... Alors, à quelle époque? Dans les années... Alors, bien après, hein, c'est voilà, exactement. Dans les années 50 voilà. Ouais, je te répondais tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, je crois que ça a été aussi un éveilleur en termes de j'ai envie de construction d'un idéal politique. Ces trois éléments-là me font penser effectivement qu'on a perdu une grande personne. Et la dernière intervention que j'ai vue de lui à la télévision, c'était quand il avait condamné la destruction de la statue de Schellcher en disant qu'il y avait des amalgames cruels et qu'il ne comprenait pas comment on pouvait vouloir, entre guillemets, imposer sa mémoire, alors que la mémoire est multiple. Voilà. Alors juste avant de passer la parole à Béatrice, tu as parlé de Bach. J'aurais bien aimé que vous puissiez rappeler à nos téléspectateurs l'histoire du deux bacs, parce que ma maman parlait tout le temps, ou bien les gens disaient, j'ai mes deux bacs. Ah, moi, je n'ai pas connu ça, j'ai connu un seul bac. Est-ce que ça vous parle, cette histoire de deux bacs? Oui, mais absolument. Hein, ouais. Notre temps. Oui. En première, à la fin de la première, il y avait la première partie de bac. OK? Et ensuite, tu entrais soit en philo, soit, je ne sais plus, en sciences ex... mathématiques. Mathématiques élémentaires. Okay. Mais bien sûr. Et après, tu avais deuxième épreuve, c'était la deuxième partie du baccalauréat. À l'époque, c'était très sérieux. Hein. Ben oui. Et le taux de réussite, Michel... Il y a toujours deux bacs, enfin, finalement. Il y a le bac français. C'était 23%, 24% de réussite. Alors, c'était très sélectif. Ah oui. Ah, c'est plus... Oui, parce que moi, enfin bon, quand j'entendais mes parents parler de ça, il y a deux bacs, je me suis toujours posé la question après. Bon, ben, il y avait deux bacs, tu vois. Moi, je suis même trop vieille. Mais qu'est-ce que tu confondais là? Mais non, mais je disais justement qu'il y avait le bac en première de français. Ouais. Et il y avait oui, mais c'est pas voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, il y a finalement encore eu deux bacs, puisqu'il fallait avoir son bac de français en première et le bac en terminale. Et là, le professeur Chamas m'explique que non, ça depuis la réforme Blanquer, disons qu'il y a des épreuves anticipées. Je n'ai pas de première, donc je ne me rappelle pas trop, mais il y a effectivement des spécialités qui sont choisies par les élèves et si les élèves... Bon, il y a 3 spécialités qui sont choisies en première et 2 spécialités gardées en terminale. Et il me semble qu'en première, il y a quand même une épreuve de spécialité qui est passée par les élèves qui abandonnent la fameuse spécialité en question. D'accord. Mais je dis peut-être que des bêtises parce que je n'ai que les terminales. Et depuis peu, il y a aussi les médisants qui parlent du bac Covid. Ça, c'est vraiment des médisants. Du bac cadeau. Du bac cadeau, voilà. Mais enfin, bon, madame... Béatrice sur Armand Nicolas, moi je crois. Bon, alors évidemment, c'est toujours une perte celle du décès d'un historien qui avait 97 ans, donc il a quand même une belle vie et je crois qu'il nous a laissé un bel héritage. C'est ce qui est singulier et qu'il faut remarquer. Alors moi, je ferais plutôt le parallèle, justement, dans le sens aussi de Charles, avec l'histoire de la mémoire, mais je parlerai aussi de celle, finalement, un peu du roman national. Bon. Et de la différence que l'on peut remarquer entre ce qui peut être écrit dans certains livres et qui répond à une espèce de doctrine du roman, notamment français, et puis ce qui vient nous enrichir, c'est la vision, les faits, parce que les livres, alors tout à l'heure le professeur le disait, il y a une doctrine scientifique autour de l'histoire qui oblige à aller mettre des références à chaque fois qu'on fait appel à un fait, à préciser les archives, à préciser des choses, mais tout ça, je crois qu'il faut aussi redire à une certaine jeunesse que les livres, l'écriture sont issus, en tout cas ceux d'histoire, sont issus pour la plupart de longues recherches dans les archives, de beaucoup d'études, de beaucoup de temps. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il fallait s'asseoir aux archives, aller à la bibliothèque, aller dans les mairies, aller à Aix-en-Provence, récupérer en effet les archives de la Martinique. Et d'ailleurs, certains parlent d'un retour de ces archives peut-être en Martinique pour qu'elles soient plus accessibles à la population et aux étudiants. Mais je crois qu'il faut surtout dire qu'il n'y avait pas une histoire simplement Internet. Il y avait une histoire qui était celle de la
recherche, qui après été traduite, et traduite de façon, en effet, plutôt simple par Armand Nicolas, parce qu'on n'avait pas cette obligation d'avoir une culture historique très ample pour comprendre, parce qu'il remettait dans le contexte. Il y avait un petit côté, d'ailleurs, roman dans sa façon d'écrire, qui nous donnait la possibilité de nous remettre dans le contexte. Et je tiens à dire qu'encore maintenant, alors ils sont évidemment très rares, parce qu'il n'y a pas eu, et peut-être que c'est d'ailleurs quelque chose que nous devons faire collectivement, et peut-être que les collectivités doivent se mettre ensemble pour le faire, mais il n'y a pas eu beaucoup de rééditions d'un certain nombre d'ouvrages d'Armand Nicolas, alors que ça vaut peut-être le coup de remettre en effet un certain nombre de ces livres dans les bibliothèques, accessibles au plus grand nombre, et puis de faire peut-être des choses un peu plus simplifiées pour vulgariser ce qui relève de notre histoire. Voilà. Okay. Ça évite, peut-être que ça évitera ce que l'on a pu remarquer, hein, cette défiance et puis cette impression de frustration de ne pas être reconnu. Et puis, il n'appartient qu'à nous aussi de faire notre roman et notre récit national martiniquais. Alors, il y a un jeune vieux prière, il s'appelle Jonas, qui a fait pas mal de choses avec Armand Nicolas. Je crois même qu'on m'a parlé d'un film aussi qui a été fait. Mais c'est un jeune véoprien qui... Ah ouais. Effectivement, Jonas en particulier, il a réédité notamment l'ouvrage d'Armand Nicolas sur les éruptions du Sud en créole. Et il a fait effectivement ce travail qui va peut-être présenter d'ailleurs à l'occasion des obsèques d'Armand Nicolas samedi. Et je voulais préciser 2 points. Dans ce qu'a dit Charles Chamas, le premier point, c'est que la rencontre entre Armand Nicolas et Césaire, ça s'est traduit aussi par la contribution. Césaire a demandé à Armand de faire un article sur l'histoire de la Martinique pour la revue Tropique. C'était sous l'amiral Robert. Absolument. Bien. Et puis deuxièmement... En 43. En 43. Exactement. Tout à fait. Et puis deuxièmement, il y a un point important qui est extrêmement important. Pour moi, c'est que Armand Nicolas fait partie de cette génération de communistes qui sont entrés dans l'action politique, en gros, sous le thème de l'égalité des droits et de l'assimilation, qui était une vieille revendication de ce on peut appeler la gauche depuis 1848. De 1848 à 1946, la gauche de la Martinique et des DOM, d'une manière générale, revendiquait l'assimilation, la départementalisation. Et puis, en 1955, Armand Nicolas et d'autres, il faut quand même associer à Armand Nicolas un autre géant qui s'appelait Camille Sylvestre, ils ont fait un virage considérable pour dire que la départementalisation était le masque de nouveau colonialisme et qu'il fallait par conséquent revendiquer. Alors ça a été par étapes, hein, plus grande participation à la gestion de nos propres affaires, etc., jusqu'au moment où c'est devenu carrément l'autonomie. Hein, en 1960, après les événements le 15 février 1960, après les événements de décembre 59. Ouais. Et c'est ça qui a fait que l'ordonnance, parce qu'il y a un lien entre les deux, hein, oui. Décembre 59, l'autonomie proclamée le 15 février 1960. L'ordonnance de 60 à Armand Nicolas, et pour décapiter le Parti communiste, parce que les 4, en fait, c'était les dirigeants, c'était les potomitans, hein, les 4. Bon, voilà, je voulais aussi préciser ça. La petite précision, c'est que Armand Nicolas aussi était élu au conseil régional et président de la commission éducation, il a contribué énormément à la formation professionnelle des jeunes, 2400 jeunes dans la formation professionnelle. Il avait aussi proposé une formation professionnelle continue, ce qui a permis à de nombreux Martiniquais de poursuivre un cursus. Philippe, tu vois de quoi je parle, puisque c'est pendant leurs années de travail, eh bien, ils pouvaient continuer à se perfectionner, à continuer à étudier. Et c'est Armand Nicolas qui a été à l'origine de ça, conscient des lacunes de ses compatriotes du point de vue de l'exercice d'un vrai métier professionnellement. Alors, avant de passer à un autre sujet, donc ces obsèques auront lieu samedi, je crois, à la Joyaux. Oui, alors. Et puis il y a aussi un itinéraire. Il y a un programme extrêmement dense, mais enfin, disons en gros. On va le mettre demain, ce sera diffusé sur Zouk Télévision, sur un scriptel. D'accord. En tout cas, en gros, il y a une première partie à la Joyaux qui est une partie à la fois politique et artistique. Il y a un parcours au parc floral.
et ensuite l'inhumation au cimetière de l'Alvé. Et toute l'après-midi, il y aura des prestations d'historiens, d'artistes, etc. Voilà. Bien. Donc, un programme très, très, très chargé. Mais la partie politique, à laquelle nous tenons particulièrement, c'est à la Joyau, le matin. 9h. 9h. Voilà. Très bien. Alors, nous allons parler maintenant des élections législatives. Est-ce qu'il y a du nouveau? On en a parlé brièvement la semaine dernière. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a des candidats déclarés ou des choses comme ça? Non. Personne n'a entendu parler de qui que ce soit? De ton côté, il n'y en a pas? Non, c'est ce que je disais, pas encore. Pas encore, ok. Mais, pas de nouveau. Ou nouvelle. Ah, pas de nouveau. Bien, je voulais l'entendre. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau. Et il me disait que pour PIA, à Fort-de-France, il y aura Nathalie Josse. On savait qu'il y avait déjà le Francis Carole pour le centre. Apparemment, on sait qu'il y a donc Alfred Marie-Jeanne dans le sud avec Nilo. Oui. Ensuite, contre. Le centre. Pardon? Contre Nilo. Oui, contre. Oui, d'accord. Et Centre-Atlantique, c'est pour le MIM, c'est monsieur Edmond-Mariette. Philippe Edmond-Mariette, oui. Et dans le Nord dans le Nord, c'est le maire du Lorrain. D'accord. Ouais. Et apparemment, dans le Nord, il y aura aussi Bruno Nestor Azéo qui va coacher monsieur Rodzen, c'est ça? Ouais. Quels sont les autres noms qu'on sait? On n'avait aucune indiscrétion à nous communiquer. Il y a des en bas-feuille. Oui, alors en bas-feuille, Michel. En bas-feuille. Un bon journaliste que tu es. Bon, on nous parle de Catherine Concorde à Port-de-France. Ah bon, d'accord. Elle abandonne son poste de sénatrice alors? On l'a dit la dernière fois. Oui, on a parlé de ça. Pas déclaré. C'est ça, vous faites comme si. Non, mais j'ai dit c'est en bas-feuille. Bon, voilà. Elle n'a pas encore. On n'a pas encore. Bon. D'accord, très bien. Attendons, mais bon. Et le PPM n'a encore rien dit. Je crois que ce sera la semaine prochaine, peut-être à la prochaine émission. On saura ça la semaine prochaine. Le Parti Socialiste ne dit rien non plus. C'est très étrange. Il faudra qu'on demande ça à la responsable, la responsable fédérale. Elle est totalement muette. Oui, c'est bizarre. Totalement. Pour une fois. C'est rare. C'est méchant. Non, mais laisse, vite laisse. C'est un missile, sinon soviétique. Alors, pendant que nous sommes dans les élections, en France, l'arrivée de Mme Taubira, est-ce que vous avez l'impression que ça porte un plus ou ça met plus de division? Je ne vais pas sous l'angle politique peut-être plus tard. Oui. Mais je trouve, il y a deux événements qui m'ont interpellé. C'est effectivement cette primaire populaire de Taubira, donc, qui hier elle a eu 70 ans. Bien. Et l'événement des 36 heures pour imaginer la Martinique de demain. Le professeur Charles Nicolas. Oui, ce que je trouve, moi, l'avenir de la politique, et pour que les citoyens se réconcilient avec la politique, ce genre d'initiative populaire, c'est extrêmement important, ok? Mais il ne faut pas seulement avoir l'initiative, il faut pouvoir réfléchir au continuum et au rapprochement avec la politique. Mais il ne faut pas laisser aux seuls partis politiques les initiatives. Il faut effectivement, à côté de cela, qu'il y ait un parallèle de cette nature. Donc, concept à étudier. Alors, personnellement, s'agissant de Taubira, peut-être qu'elle va nous donner des renseignements, cette jeune dame qui est là. Et On ne montre pas du doigt. Mais je ne t'ai pas montré du doigt. Non, parce que je parle sous ton contrôle. Hein. Il me semble qu'au départ, Anne Hidalgo, qui était candidate, elle n'a pas voulu les primaires. Oh non, c'est pas vraiment ça, mais je ferai. Oui, mais non. Il me semble. Non, elle ne voulait pas, même qu'il y a eu des modifications au niveau statutaire du Parti Socialiste pour éviter les primaires, d'accord? Et ils ont gardé un mauvais souvenir des précédentes primaires. Comme beaucoup de partis d'ailleurs. Bien sûr. Bon. Dont certains qui n'en font pas du tout. Toi, je vais laisser parler. Ben oui. Non, mais laisse. Bon, non, je finis. Laisse mettre. J'ai cru de façon tout à fait romantique qu'il y avait peut-être une sorte d'accord avec Anne Hidalgo
pour préparer la sortie d'Anne Hidalgo, qui finalement s'est aperçu que les primaires étaient mauvais, que ses résultats étaient très mauvais, que les sondages étaient très mauvais. Et j'avais eu l'impression qu'il y avait peut-être là un accord visant à cela. Mais en l'état actuel des choses, tel que ça se présente, je ne suis pas un grand politique, mais il me semble bien que je ne vois pas sur quoi actuellement Taubira peut déboucher. Vraiment. Cette primaire, il y a à peu près 400 000 personnes qui ont voté, à peu près. 392. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Il y a peut-être 2-3 personnes qui n'ont pas un socle de 400 000. Hein. Non, c'est plus que la totalité des primaires organisées par les partis. Oui, que Jadot, par exemple. C'est plus. Alors nous, on a fait un congrès dans lequel, sur les textes de congrès. Donc quand on fait un congrès, il y a des candidats qui proposent un texte, et dans le texte de la majorité aujourd'hui, il y avait cette candidature d'Anne Hidalgo. Chose très peu commune, mais ça a été fait. Je crois, à chaque fois, il faut, c'est vrai, remettre aussi un peu dans la vie des partis et puis dans les choses, les contextes. C'est vrai qu'aussi le contexte dans lequel finalement nous étions, le contexte de crise, on a fait le congrès alors qu'on était en pleine crise Covid, n'a pas facilité non plus. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On a fait toutes nos réunions en visio depuis un certain temps. N'a pas facilité, c'est vrai, l'émergence de la nécessité d'une primaire où peut-être que certains d'entre nous avaient peur aussi que les socialistes s'étrient en public parce qu'il y avait d'ores et déjà des divergences et tout ça. Donc c'est pas qu'elle est refusée, c'est d'ailleurs peut-être plus les militants qui étaient d'ailleurs plutôt prudents sur cette chose, parce qu'on avait eu un mauvais souvenir. Rappelez-vous, primaire, près de 2 millions de votants en 2017, Hamon sort en premier et des socialistes, enfin si tant est qu'ils aient été un jour des socialistes, Valls, à la première minute après, alors qu'il a signé un engagement de suivre le candidat, les trie, part avec Macron, enfin bon voilà. Donc, mais il faut rappeler quand même qu'à l'époque, les socialistes ont voté majoritairement pour Benoît Hamon à la primaire en 2017. Sur ce qui est de la candidature, désormais de la candidature de Christiane Taubira, moi je crois que c'est vrai, il faut saluer l'initiative, quoi qu'il en soit, citoyenne, même si c'est des personnes politisées. Alors il y a des personnes qui sont venues étriller les organisateurs, chercher dans leur passé quels étaient leurs liens avec les uns et les autres. Moi je crois qu'en tout cas il y a des initiatives qui sont prises pour faire en sorte qu'une espèce de démocratie participative non, une sorte de démocratie participative. Lui il dit ça parce que Fabien Roussel est contre, mais moi c'est pas sur le résultat. C'est sur le fait. Il y a des initiatives, elles peuvent être améliorées, il faut en tenir compte. Elles peuvent être améliorées, elles peuvent être amendées, on peut les critiquer, mais ça reste un exercice qui, à ma foi, est intéressant et qu'il faut pouvoir améliorer. De la part des citoyens, alors évidemment, la problématique, elle est celle-ci. C'est le nom et l'objectif. À la base, cet exercice était censé obtenir l'adhésion d'une famille de gauche et avoir un seul candidat. Du coup faire ressortir un candidat. Bon, à partir du moment où 50% des personnes qui sont citées disent « je ne me plierai pas au résultat », on peut parler de Mélenchon, non mais c'est fini. De Jadot, non mais c'est fini, ça n'a presque plus d'intérêt. Anne Hidalgo, en décembre, dit « écoutez, regardez nos chiffres, même à nous tous, que de Mélenchon, que de Jadot, quels que soient les pronostics, nous sommes en dessous de la droite. La gauche toute réunie, nous sommes en dessous de la droite. Faisons cet exercice-là, puisqu'il serait intéressant qu'un d'entre nous arrive à se démarquer, sinon nous allons perdre chacun de notre côté, et quelque part nous allons aussi perdre collectivement. » Tout le monde lui dit non. Non, Jadot dit « moi j'ai déjà fait ma prière, ça ne m'intéresse pas ». Mélenchon dit « ça ne m'intéresse pas ». Malheureusement, Fabien Roussel, moi je trouve malheureusement Fabien Roussel du Parti communiste n'est même pas cité dans la primaire populaire. Bon, et du coup tout le monde dit non. Encore une fois, ça vient rajouter un poids au manque de sens finalement de cette primaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va respecter l'objectif premier de cette primaire, qui est de faire émerger
un candidat. Bon, s'il n'y a pas un candidat, donc la réponse que je fais sur ça, malgré, et je l'ai dit sur ce plateau en plus déjà, malgré vraiment, moi, toute l'admiration et presque l'affection que j'ai pour Christiane Taubira, c'est une candidate de plus aujourd'hui à gauche. Charles. Je serai très bref. La gauche est très divisée, même au sein du parti. Chez nous, on a du mal à se prononcer pour le choix. Chez nous, au PPM? Au PPM, oui, on discute. Oui. Puisque la gauche part très divisée. Alors, il y en a qui veulent jouer la sensibilité du cœur, il y en a qui veulent jouer la sensibilité de la raison, il y en a qui veulent choisir... On rappelle que vous avez choisi Hamon en 2017, le PPM. Non, on avait choisi Valls, et puis Valls. Oui, Valls. Et puis c'est Hamon qui était sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de primaire, c'est une idée qui n'est pas inintéressante. Sauf que les partis politiques ont une tribune exceptionnelle de présentation de leurs idées lors justement de l'élection présidentielle. Et il est difficile pour ceux-ci de ne pas présenter leurs idées, de ne pas saisir cette chance-là. Ils ont besoin, je comprends très bien que Mme Hidalgo, que Fabien Roussel se présentent parce qu'il y a la possibilité de développer leur manière de percevoir comment dire, la conception de faire peuple en France aujourd'hui avec des voix qui sont les leurs. Et quand la gauche part aussi divisée et que la proposition de la primaire n'a pas fait l'unanimité, ça donne une impression de cafouillage. Ce que tu disais à l'instant est très vrai. Quand on totalise toutes les voix de gauche, on est à peu près autour de 18%. Alors qu'il y a Macron à 25%. Je parle des sondages. Bien sûr. Il y a Le Pen qui est à 16%, et puis... comment ça s'appelle, M. Zemmour qui est à 14. Le Pen est à 18. Mais 18, voilà. Et enfin, donc, les derniers, oui. Alors, voilà. Les derniers, la gauche a un peu augmenté. Ouais. Mais Mélenchon est monté. Voilà. Hidalgo a un peu baissé. Taubira, évidemment, prend quelques points. Donc, et pour finir, oui. Taubira prend Hidalgo. Oui, Taubira prend Hidalgo. Alors quand même dans les derniers, politique, hein. dans le dernier sondage, quand même, il faut le dire, la gauche monte à un peu plus de 27, 28. Et juste ce que je voulais dire pour finir. Michel vient de dire quelque chose de très important quand il parle de carré politique, c'est-à-dire de proximité d'idées. C'est vraiment dommage. On voit que on pourrait s'entendre parce que les idées ne sont vraiment pas éloignées. Quand on fait de la politique, l'idéologie, c'est le discours sur les idées. Quand on fait de la politique, on essaie de rassembler. Entre guillemets, socialiste, c'est la famille. On essaie de s'assembler. C'est ça. Étymologiquement, un socialiste. Mais chacun veut être le premier. Mais bon, alors il y a des ambitions qui sont légitimes, mais c'est aussi les limites. Mais c'est ça. C'est aussi les limites de l'exercice. Et puis De Gaulle avait dit que la présidence de la République c'était la rencontre entre un homme et un peuple. Bon, donc tout le monde s'approprie cette déclaration qui est devenue un adage. Il avait dit entre un homme et un peuple, pas de femme, il n'avait pas parlé de ça. À l'époque... il était visionnaire ou quoi? À l'époque, De Gaulle a dit des choses qui étaient très vraies, mais il a fait de cruels zéro aussi. À l'époque... C'était pour embêter Béatrice. Non, mais je sais, je ne vais pas rouspéter. Non, le moment d'ailleurs est trop grave à mon sens pour pouvoir rouspéter, parce qu'on parle de Macron, mais enfin je pense qu'il faut quand même parler de la montée de l'extrême droite, qui me semble-t-il est inquiétante, notamment dans les sondages. Donc c'est en ça que le fait que la gauche ne se réunisse pas, il fut un temps où la gauche n'avait pas obligatoirement besoin d'être réunie pour gagner, mais là le fait que l'extrême droite prenne autant de place me semble être en effet une épée Damoclès et une responsabilité qui me paraissait importante. Alors sur Hidalgo, Michel, ton opinion sur la primaire là. Je te dis ce que j'ai écrit. Il est studieux, c'est bien cet homme-là. Une opération qui, sous couvert d'unir la gauche, aboutit à mettre en place un candidat de plus, sans vrai programme de surcroît. Elle n'a pas encore développé son programme. On est à 68 jours. On est à 68 jours d'une élection d'un grand pays comme la France, qui est la 5e puissance mondiale, qui est membre de l'Union européenne. Et vous vous présentez à la présidence de la République et on ne sait pas ce que vous allez faire sur l'Europe.
On ne va pas faire ce qu'on va faire sur l'éducation. On ne sait pas ce que vous allez faire sur l'énergie. On ne sait pas ce que vous allez faire sur le pouvoir d'achat. Bon, quand même. Bon, alors, donc... Mais on sait quand même qu'elle est de gauche. Hein. Oui, mais ça ne suffit pas. Oui, probablement. Ça ne suffit pas parce que justement, si la gauche est précisément à 18-20%, ne supportons pas. Disons. Si la gauche a reculé dans l'opinion publique, c'est précisément ce qu'elle a déçu les travailleurs. Elle a déçu les travailleurs. Il ne suffit pas. Mais oui. Les socialistes ont appliqué les programmes de droite. Hollande en particulier. Par conséquent, il faut remonter. Et Macron. Bon, Macron a c'était le ministre socialiste qu'il est de droite Hollande. et de gauche, tout en faisant une politique au service de la finance. Bon, parce que c'est ça. C'est au service de la banque. OK? Ouais. Bon. Donc, par conséquent, la situation à gauche, c'est qu'il faut proposer un véritable changement de politique. Et c'est ça le projet communiste. C'est que la situation d'après Covid, le Covid a montré quoi? Que la France est indépendante industriellement. Donc, d'où la France était sous-dotée en matière de santé, qu'elle était sous-dotée en matière d'éducation. Et par conséquent, d'où l'idée d'une réindustrialisation, d'une nouvelle indépendance économique. C'est ça un vrai programme de gauche. Et puis que les inégalités étaient considérables et qu'elles se sont accrues pendant la période Covid. Les riches sont devenus plus riches, paraît-il. Exactement. Bon, en Martinique, il y a quand même une remarquable étude de l'INSEE qui fait le bilan social du Covid et qui montre qu'il y a eu un accroissement des inégalités sociales et de la pauvreté. Ce sont ces questions-là qui doivent être au centre du débat politique. Mais qui va défendre ça, Michel, si ça ne se met pas d'accord? Et non pas des... Je veux bien la littérature de Mme Taubira. Bon, bien. Mais il s'agit de mobiliser la classe ouvrière, les travailleurs, les indépendants, ceux qui font la réalité de la France, ceux qui font la réalité de la Martinique et qui construisent. C'est ça qu'il faut mobiliser. Et non pas les laisser dans les bras de l'extrême droite qui leur propose comme seule vision la haine et la xénophobie. Alors j'ai une question. On va faire un peu de politique fiction. Je me suis toujours demandé, vu le nombre d'Antillais, Guyanais, Réunionnais qui sont en France, dans les hôpitaux, à la poste, un peu partout, si tout ce peuple se réunissait, est-ce qu'on n'aurait pas déjà eu un maire de Paris qui serait antillais? Non. Parce que si tout le monde se met derrière, tous les Antillais se mettent de Taubira, il ne peut pas accéder au deuxième tour? Non, mais là, je ne crois pas. Non, j'ai bien parlé de fiction. Oui. Mais on t'a répondu. On ne peut pas totaliser, c'est pas une appartenance ethnique ou une appartenance culturelle qui va déterminer un choix politique. Je pense très sincèrement. C'est le piège de Taubira. Oui. Le piège Taubira. J'ai pas de programme, mais votez pour moi parce que moi, c'est en Grèce. Voilà. Non, pas travailler dans ça. Bon, il a dit différemment, mais avec le style qu'on connaît à non, mais il faut dire les choses telles quelles. Il y a une base. Mais c'est ça. Mais tu peux pas faire non plus comme si elle n'avait pas une base idéologique que tu apercevais. Elle était indépendantiste. Mais non, mais elle n'est plus indépendantiste. N'oublie pas qu'elle a fait le mariage pour tous. Hein. Bon, non, mais je crois pas d'accord avec ça. Je crois qu'il nous faut. Pas d'accord avec ça. Non, mais je crois qu'à gauche, singulièrement, il nous faut aussi apaiser le débat. On n'est pas des ennemis. Or, on parle comme si on était des ennemis. J'aime pas obligatoirement la violence là des propos. Non, j'aime pas. J'aime pas parce que malgré tout, nous avons singulièrement, peut-être avec des petites différences, mais plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent sur nos visions. Et tout à l'heure, Charles Chamas l'a dit. Et donc, il faut faire attention. Et c'est le piège d'ailleurs dans lequel beaucoup à gauche sont tombés ces 6 dernières années singulièrement. C'est que la droite n'a plus besoin de nous taper dessus. Parce que la gauche s'est tellement tapée dessus. Elle se change toute seule. D'accord ? Ouais. T'as pas besoin d'ennemis quand t'as des amis comme ça. Voilà. C'est tout. Alors, une autre question. Oui, pardon, vas-y. Une remarque, certainement,
qui va faire réagir. Mais Christiane Taubira est incontestablement un personnage qui est entré dans l'histoire. Elle a fait adopter au moins 2 lois qui sont des lois très importantes. On aime ou on n'aime pas, hein, Michel. Bon. Oui. Ils sont très importantes, n'est-ce pas? Lesquelles lois? Et puis, l'esclavage. La reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, c'est une avancée effectivement considérable. Là. Bon. Donc, elle a oui, tout à fait. Bien sûr. Elle a un certain panache, mais qui n'apparaissent pas directement. Bien. La question que je voudrais poser sur... là, il y a vraiment un mystère pour moi au niveau de l'extrême droite. Marine Le Pen, elle est devant Zemmour au niveau des sondages. Et comment se fait-il qu'il y ait autant de défections, autant de personnages politiques qui quittent Marine pour aller chez Zemmour? J'ai pas de réponse. Les promesses qu'on leur a faites. Les grands politiques. Mon point de vue, c'est le mien, c'est que ces personnages préparent le coup d'après. Parce que Marine pas pour Marine Le Pen, là, c'est échoue là, c'est fini pour elle. C'est pour ça que je te dis qu'il prépare le coup d'après. Marine, ça fait 3 fois qu'elle y va. D'accord. Et bon, il n'est peut-être pas écrit qu'elle échouera. Je ne lis pas dans le Mar du Café. Mais si elle échoue, elle n'ira pas une 4e fois. Et comme Zemmour a le vent dans le sens où il était méconnu il y a environ 1 an et qu'aujourd'hui il a 12%, rien ne laisse présager que le pire ne soit pas au rendez-vous dans 6 ans. Il a déjà dit que de toute façon il continuera la politique. Bon, alors, quant à Marine Le Pen, il y a une saga en ce moment entre le papa qui ne s'entendait pas avec Marine Le Pen, qui s'est réconcilié avec Marion Maréchal. Toute la semaine passée, c'était vraiment Dallas. Oui, mais c'est une façon de les mettre en scène dans la presse. Est-ce qu'on n'a pas autre chose de plus sérieux à discuter que la saga des Le Pen? Il y a non seulement la saga des Le Pen, mais la saga de l'extrême droite. Et j'en prends pour preuve une journaliste là, qui a mesuré, par exemple, sur une émission qui est malheureusement très regardée, parce qu'elle n'est pas toujours intelligente, mais bon, parfois elle vulgarise un certain nombre de choses. Donne-nous son nom. Qui est l'émission de Cyril Hanouna, TPLP. Non, moi non plus. Mais j'ai regardé là, les statistiques. Il s'avère que Cyril Hanouna a donné ces 6 derniers mois 50% de son temps d'audience à l'extrême droite. Donc 50% du temps consacré à ces émissions l'a été sur l'extrême droite. L'extrême droite dans son ensemble et probablement surtout à Zemmour. Mais c'est pour montrer, parce que les gens ne se rendent pas compte, cette façon de fonctionner, cette façon de penser, elle est aussi très conditionnée par ce que l'on voit à la télé, par ce que l'on lit, par ce qu'on entend et qui revient comme une petite musique. Et d'ailleurs, ça avait été à l'époque le cas pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Lorsque l'on avait regardé les unes de magazines pendant plus d'1 an et demi, et ben les unes de magazines avaient majoritairement été faites avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et quand tous les matins, vous allez prendre votre métro et que vous passez, ou votre train, et que vous passez devant un kiosque à journaux et que vous voyez les têtes des mêmes personnes, qu'on vous reparle des mêmes personnes, parce qu'on a essayé de faire de Zemmour le candidat, et on voit où ça l'a emmené. Ça l'a fait monter très haut, ça le fait redescendre maintenant, n'empêche que ça l'a fait monter très haut. Donc il ne faut pas négliger la place des médias, singulièrement quand ils appartiennent aussi à des consortiums. C'est Bolloré. Voilà, qu'a créé. Alors il faut quand même le dire, par ailleurs, pour les gens qui, pour la petite histoire, sont intéressés, Bolloré, c'est un... Alors il essaye de s'en débarrasser parce que c'est Bolloré Ingénierie qui essaye de se débarrasser de cette filiale, mais c'est l'une des filiales les plus puissantes maritimes, en tout cas de la gestion des ports maritimes d'Afrique et singulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Quand on a quelqu'un qui fait autant d'argent sur le continent africain, d'accord, et qui produit des espèces d'ayatollahs racistes comme Zemmour, faut quand même s'interroger. L'interrogation, juste une phrase, l'interrogation vient aussi de la question qu'on se pose à propos de la soumission de certains éditorialistes à leurs téléspectateurs ou à leur lectorat. Hanouna, lui, fait du populaire. Hein. Et qu'est-ce que le
sans vouloir péjorer le terme populaire, lui, il fait vraiment du sensationnel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sensationnel que d'entendre quelqu'un éructer des méchancetés ça plaît. Et voilà, c'est le nouveau truc, quoi. Ça plaît, et donc forcément, il a de l'audience. Maintenant, je ne sais pas s'il partage l'opinion de ces personnes-là, mais lui, il a besoin de faire vendre son émission. Bien sûr. Quand il est producteur. Et c'est ça, pour en fait. laquelle il est rémunéré près de 800 000 euros par année. épisode. Non. Pardon. Non. Oui, non. Ben voilà. Bon. Alors, vous êtes en train de décrire la décrépitude de la politique française. Alors, une question. Il y a un point important qu'a expliqué Béatrice Bellé, qui devrait quand même attirer notre attention, c'est l'extrême droitisation du champ politique. C'est-à-dire que la droite, qu'on appelle républicaine, va sur les positions de la droite dure, voire l'alliance Pécresse-Ciotti, ok? Tout à fait. Et puis, l'addition, le fait que les fondamentaux, le pénis raciste, colonialiste, haineux, néofasciste, représenté par Zemmour, aspire une partie du Rassemblement national historique. Bon, mais il n'empêche que les fondamentaux restent les mêmes pour les deux. C'est ça. Alors, c'est tellement vrai. Juste sur ça. Non, c'est juste sur l'acceptation. J'invite les gens à regarder ce qui est, je sais pas, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'à force de répéter des choses qui étaient inadmissibles auparavant, elles finissent par rentrer dans le champ de l'acceptable. On n'aurait jamais accepté... Pour aller dans ton sens, hier, j'ai vu Marine Le Pen elle faisait du porte-à-porte dans une ville dans le Nord, et il y a une dame d'un certain âge qui ouvre sa fenêtre et qui dit Madame Le Pen, tenez bon, je prie pour vous, je prie pour vous, je prie pour vous, tellement, c'était pas je vote pour vous, mais elle est tellement, je prie pour... Elle-même, elle ne sait pas quoi répondre à la dame, donc ça finit par entrer. Alors, la question qui va nous intéresser le mois prochain, si Dieu veut, enfin en avril, Macron a 25%. Je ne sais pas s'il a vraiment 25%. Mais imaginons qu'il ait les 25%, donc alors qu'il a déjà plus de 500 candidatures, qu'il n'est pas encore candidat. Mais bon. 500 signatures. Il a plus de parrainage. La question que je me pose, Macron au deuxième tour, et soit Le Pen, soit Zemmour, qui est encore au deuxième tour? Pécresse. Alors, est-ce que les gens vont voter contre Macron, peu importe la personne qui est en face, ou on va encore faire comme Chirac et Le Pen il y a quelques années? Le choix sera difficile. Parce que est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, avec son quinquennat, va inspirer les gens à voter pour 5 ans encore? Ou est-ce que les gens vont se dire, on a déjà vu, on a vu Hollande, on a vu Macron, comme, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une expression antillaise, on comprend tous le créole ici, la avec Choubac, moi quand c'est un l'autre. Dans 5 ans, s'il n'est pas bon, donc il mettait dehors. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là, la manière dont les choses sont en train de se passer? Alors, cette manière de poser les problèmes, à mon avis, justement, notre rôle, c'est d'essayer de ramener, c'est ce que j'essaie de faire peut-être avec véhémence tout à l'heure, mais de ramener les vrais problèmes au centre du débat. Et les vrais problèmes au centre du débat, c'est encore une fois, quels sont les programmes et ce que sont les projets qui sont portés par ces personnes. Quel est le projet de la droite dite traditionnelle, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a évolué vers ce qu'on appelle la droite dure. Bon. Quel est le projet de Mme Le Pen? Quel est le projet de M. Macron? Les gens n'écoutent pas, ne lisent pas les projets. Mais je sais que c'est un problème. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça la question. Mais justement, moi je te dis d'ici le mois d'avril, je pense que ce que nous devons faire, c'est décortiquer les programmes. Et dire exactement ce que ça recouvre. Or, ce qu'on recouvre, par exemple, le programme de Pécresse. Je prends un exemple sur la question du pouvoir d'achat. On va augmenter de 10% le pouvoir. Je prends un exemple. Et les salaires. Bon, on va augmenter de 10% le pouvoir d'achat. Bon, en baissant le salaire brut, en augmentant le salaire net. Mais ça va aboutir à quoi? Comme on ne pourra pas
comme ces cotisations ne vont pas rentrer pour la sécurité sociale, pour les retraites, pour le chômage, eh bien ça va aboutir à un abaissement de la protection sociale des travailleurs. Il faut dire ça. Mais, bon. Oui. Or, non, mais les journalistes disent, elle propose une augmentation de 10%. Et ils s'arrêtent là. Et ils s'arrêtent là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Bon, je prends cet exemple. Bon, quand elle dit à propos de l'ambassadeur malien, on en parlait tout à l'heure. Ah si, c'est important ça. Comment se fait-il que l'ambassadeur, on prend tout un débat, c'est pas un ambassadeur, c'est un chargé d'affaires, malien toujours en France. Bon, mais par contre, le fond du problème, quels sont les enjeux géopolitiques qu'il y a dans cette partie de l'Afrique entre la France, l'Algérie, la Russie, les pays de l'Ouest africain. Et puis tout le Sahel. Et tout le Sahel. C'est ça le rôle de la presse. On infantilise la presse. Alors, je pense que nous avons cette obligation morale d'apporter des éléments d'information. Alors, maintenant, le citoyen fait son choix. Mais les éléments d'information, c'est pas de répéter je renvoie 1,5 million de personnes en dehors et j'ouvre 1,5 million de places dans les prisons. Alors, le programme de M. Zemmour. Alors Philippe, parce qu'on n'a pas de mal de points à prendre à pouvoir sur ça, qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas, si Macron se trouve en face de l'extrême droite, je crois que c'est un scénario qui ne pose aucun problème, à mon avis. Pour lui, il passera. Pour lui, bien sûr. Il y a un front républicain, comme d'habitude. Oui, bien sûr, très certainement. Parce que vous pensez que Zemmour et Le Pen ne pourraient pas éventuellement se mettre ensemble pour combattre Macron? Non, tu as donné les perspectives, n'est-ce pas, du changement de bord. Absolument. Non, Zemmour n'a aucun intérêt à s'associer avec Le Pen. Absolument. Elle est grillée. Ça, c'est lui qui soit à la tête de l'extrême droite ou de la droite forte, classique, n'est-ce pas, qui va se dessiner. Par contre, si Pécresse est face à Macron, face à Macron, là, les choses peuvent être compliquées. Peuvent être un peu plus difficiles. C'est mon avis. Alors, du coup, Macron. Non, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Je te répondrai comme. Non, mais laisse-le finir. Attends, mais laisse-le parler. On s'est retrouvé dans une situation de ce genre avec Pompidou. Ouais. Et tu savais ce qu'avait répondu à l'époque un grand dirigeant du Parti communiste, qui s'appelait Jacques Duclos. Blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, laissons Philippe finir. Oui, j'allais dire comme toi. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour la simple et bonne réponse. Non, c'est lui qui a dit ça. Non, mais tu m'as posé la question parce que moi je crois qu'avec Pécresse, là, avec Ciotti, il va y avoir effectivement un regroupement à ce niveau. Et qui peut s'élargir. Oui. Hein, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous aurez la parole, mais pour aller plus loin, Pécresse face à Macron. Pour la France, qu'est-ce qui est mieux? Pécresse ou Macron? Puisqu'on vient de passer 50 Macron. Tu me Macron. poses des questions personnelles, je ne répondrai pas. D'accord, tu as raison. Alors, moi, je dirais ce que... Je dis pour la France, pas pour nous. Hein. Bon, nous ne sommes pas la France. Oui. Non, je ne sais pas, mais le débat ne... Ok, il n'y a pas de souci. Non, en l'état actuel des choses, Monsieur Macron n'a pas commis de faute lourde. Hein. Il a géré de façon pragmatique, mais il a géré la crise, ok? Et le quoi qu'il en coûte, ça met en situation d'ouverture. Enfin, moi, c'est ce que je pense, ok? Et j'interroge autour de moi. J'entends. La question de l'emploi et la question de la croissance ne sont plus des préoccupations des Français, d'après les sondages. La préoccupation et je profite de l'occasion, ce n'est pas non plus la sécurité et l'immigration. La préoccupation principale, c'est le pouvoir d'achat. Très bien, on continue avec Charles. Le gros souci du président Macron, ça a été son manque, le manque de vision. Il n'a pas eu de perspective du point de vue du redressement. Il avait parlé de réindustrialisation. Alors, les chiffres disent,
quand on a un pays industrialisé, la plus-value est de plus 70% par rapport aux produits qu'on fabrique. Sans industrialisation, elle n'est que de 25%. C'est-à-dire qu'il faut absolument moderniser le tissu industriel. Ce que Michel disait était vrai. Tu te rends compte qu'on n'avait pas de masque et la France a pris près de 9 mois pour mettre en place la fabrication de masques. Il n'y avait pas de Doliprane. Ce sont des principes très simples. Pourquoi ? Parce que les grands industriels préfèrent délocaliser pour mettre des usines dans les pays émergents, simplement parce que la main-d'œuvre est bon marché, qu'on fait travailler ces pauvres heures-là à pas cadencer dans des horaires pas possibles, et parce que il y a un dumping social, un dumping environnemental, c'est-à-dire qu'on fabrique à presque rien du tout, et les industriels s'en mettent plein les poches. Mais Charles, là on voit que les Français des fois font pas attention à certaines choses. Montebourg qui voulait justement qu'on soit, c'était un peu comme Trump disait First America. Montebourg disait il faut d'abord les produits français. Là il a dû jeter l'éponge parce qu'il n'est pas sûr. Voilà, donc la réalité c'est que pour l'instant l'économie est menée principalement par des capitalistes. Et ces capitalistes-là font des choix qui sont stratégiques pour simplement leurs actions. Des choix, disons, financiers. Voilà, financiers. Pour le capitalisme d'aujourd'hui n'est pas un capitalisme qui consiste à réaliser le profit sur la transformation des produits. Voilà. C'est une mutation. C'est une mutation. Non, mais c'est important ce qu'il dit, c'est vrai, ça. Il fait sur la finance et sur les actions. Autrement dit, je suis le PDG, qu'on s'appelle d'OPA. Les opérations publiques. La société qui. La société qui avait des EHPAD ont maltraité les gens âgés. Il savait que le livre allait paraître. 6 mois avant, il a vendu ses actions. Il a réalisé Voilà ce que c'est. Le nouveau directeur général, vous avez vu comment le gars parle des gens qui meurent dans ces établissements. J'oublie le terme, mais c'est un scandale d'entendre ça. Non, mais que Béatrice parle, juste un mot pour rejoindre Michel. Tu vois, quand je m'impose, après vous allez dire que je parle trop, mais si je ne m'impose pas, je n'ai pas droit à la parole. Un mot pour aller dans le sens de Michel. Depuis les années 90, effectivement, le capitalisme industriel, il a laissé la place au capitalisme financier. Et la différence, c'est quoi ? C'est que quand c'était un capitalisme industriel, il y avait au moins des travailleurs. Aujourd'hui, ce sont des calculs qui sont faits par des boursicoteurs ou alors des financiers et qui cherchent à faire des placements rémunérateurs. Il n'est pas rare qu'il y ait des industries qui soient viables et puis qui sont rachetées. Tapi était spécialiste de ça, qui sont rachetées pour un euro symbolique, qui sont démantelées et puis revendues par pièces et voilà. Et c'est ça qu'on appelle la rentabilité financière maximale. C'est ça en fait. Madame Bellay, une provocation. Lui, je sais qu'il fait exprès. Non, je te laisse pas parler. Je te regarde même pas. Non. Alors, non. Voilà, je prends la parole. Mais Macron, n'est-ce pas? Oui, non, mais il a fait des fausses notes. Non, mais c'est le résultat d'une politique antérieure. Je me fais l'avocat du diable. C'est le résultat. Mais il a géré la crise. C'est le résultat d'une politique antérieure de prendre 5 euros d'APL sur des personnes qui en ont besoin. C'est le résultat d'une politique intérieure d'APL. Sur les étudiants. D'accord, ok, pas seulement sur les étudiants. C'est le résultat d'une politique intérieure que de réformer, de faire la réforme chômage et puis encore en pleine crise de retirer le pain de la bouche de ceux qui en ont besoin. C'est le résultat d'une politique intérieure de faire une réforme des retraites et d'aller chercher, notamment dans les caisses les plus déjà équilibrées, de l'argent. Et puis c'est le résultat aussi d'une politique intérieure, évidemment, de redonner des milliards à des gens déjà extrêmement fortunés avec l'ISF, de mettre en place la flat tax pour qu'ils aient encore plus d'argent. Mais oui, c'est le résultat d'une politique intérieure, bien sûr. Alors, Monsieur Macron a fait une politique de droite jusqu'alors, et je le répète, Monsieur Macron a permis aux 500 premières fortunes de France de gagner 300 milliards, d'améliorer leur fortune personnelle de 300 milliards en un an.
Voilà. Alors si ça, c'est pas de la politique de droite, je veux bien qu'on arrête la casse. Mais enfin, il y en a quand même qui profitent bien de la crise quand des étudiants, et puis il annonce maintenant, alors que c'est quelque chose de fondamental, qu'il faudra une université payante. Alors imaginez déjà les difficultés que bon nombre ont à suivre des études supérieures. Et encore une fois, tout à l'heure, Michel le disait, bien sûr que c'est l'homme de la banque. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas faire des études, mais que vous ne pouvez pas vous les payer? Vous faites comme les Américains, vous faites des prêts. Et ça sert à qui? Aux banques. Et puis quand vous commencez à travailler, pendant 10 ans, vous devez payer votre prêt d'études, parce qu'aux États-Unis, c'est 150 000 € une année d'études. Et c'est ce que ça vaut, malgré tout, aussi en France, parce qu'on a un niveau universitaire très important. Alors, sur la question non, monsieur Macron, non. Alors, sur la question, justement, Macron, peut-être au deuxième tour face, j'avais dit, à l'extrême, et puis on a rajouté peut-être Pécresse. Et tu disais peut-être, mais c'est problématique. Non, dans quel sens tu disais ça? Parce que Pécresse a cette branche Ciotti, donc qui est à la limite, en fait. Ils sont vraiment, comme dirait l'autre, il y a there is a thin line. La ligne est fine entre l'extrême droite de Zemmour, qui se dit patriotique et tout ça, comme si les autres détestaient leur pays, tu vois. Donc ça aussi, le nouveau truc, t'es patriote que quand t'es de l'extrême droite qui est raciste, ce qui n'a rien à voir. On peut être très patriote sans être raciste et détester les autres. Et la réalité, c'est que Pécresse a soigné stratégiquement cette ligne extrême droite dans son parti, avec Éric Ciotti et d'autres, même un peu Wauquiez, là, qui partait aussi dans une ligne un peu extrême à un certain moment, pour pouvoir, s'il y a un deuxième tour, les envoyer négocier quelque chose avec Zemmour. Et donc ça veut dire que Zemmour peut se retrouver avec un ministère ou quelque chose comme ça. Ah bon, avec Pécresse? Bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Bon. Alors... non, mais oui? je réponds quand même à ta question. Oui. Tu as posé la question à laquelle Philippe a répondu. Oui. Bon, puisque tu l'as un peu poussé dans ses retranchements. Que faire si on se trouve devant l'alternative Pécresse, Macron? Enfin, je n'avais pas dit Pécresse, j'avais dit Macron, Zemmour ou Marine Le Pen. Et après, effectivement, on a rajouté Pécresse. Non, parce que... Macron, Marine Le Pen, le problème n'est pas du tout le même. D'accord. L'alternative Macron, Marine Le Pen ou Macron, Zemmour, à mon avis, la question, elle est claire. Okay. C'est ce qu'a répondu tout à l'heure Béatrice Bellé, c'est le Front républicain. Tout à fait. Bon, maintenant, la question est plus délicate, et c'est celle à laquelle a répondu Philippe Saint-Cyr, à laquelle a répondu Béatrice Bellé, c'est entre Macron et Pécresse. À mon avis, nous sommes en face idéologiquement et politiquement de la même branche. Alors, la seule différence qu'il y a, c'est que Macron, on l'a expérimenté pendant 5 ans, 6 ans. Bon, 5 ans. Bon. Et Pécresse, on peut nous dire qu'on n'a pas expérimenté, mais on sait quelle est sa filiation. Sa filiation, c'est Sarkozy. Donc, on sait. Donc, c'est pourquoi moi, je réponds. Je réponds en créole, même bête, même poète. D'accord. Ok, bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle de l'université. Pardon. L'élection de la présidence. Alors, l'élection à la présidence de l'Université des Antilles. Mais avant ça, est-ce qu'on peut dire 2 mots du Mali? C'est l'histoire du Mali. Et là, en ce moment, les Africains... Pardon, c'est inquiétant. Les Africains, de plus en plus, j'entends les Africains dire la France dehors, il faut arrêter le franc CFA, il faut ceci, il faut cela. Ça commence à devenir une parole sur tout ce continent-là. Enfin, j'ai l'impression. Tout à fait. Et là, cette histoire du Mali, qu'est-ce que vous en pensez? Cette histoire d'ambassade dehors, de ceci, de cela, et puis voilà. Alors, certains disent que c'est un coup d'État, ce monsieur-là n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Bon, alors, moi, je crois qu'il faut aborder ça de manière extrêmement prudente. D'un côté, il est évident que la France et l'Europe, puisqu'elle a entraîné un certain nombre de pays européens comme le Danemark et d'autres, dans une coalition qui, et aussi l'ONU d'ailleurs, la MINUSMA, qui a envoyé des troupes, mais principalement encadrées par l'armée française. Bien. Et la France, officiellement, elle se combat le djihadisme. Et c'est vrai que ces pays-là, en particulier le Mali,
s'il y avait eu l'intervention française, Bamako serait tombé entre les mains des djihadistes. Bon, ça c'est le premier élément. Mais la France défend son précaré, ce qu'on appelle la France-Afrique. Son précaré, c'est-à-dire les intérêts on a cité tout à l'heure Bolloré, bon, les intérêts des multinationales françaises qui contrôlent une bonne partie de l'économie de ces pays-là. Bon. De l'autre côté, tu as dans ces pays, malheureusement, des armées qui font des coups d'État et qui, quand ils ne les tuent pas, mais ils mettent à bas des régimes qui ont quand même une apparence démocratique. Parce qu'il y a eu quand même peu au pro des élections. Alors celui qui a fait le coup d'État, il a fait ses études. IBK. Il a fait ses études aux États, en US, chez les Wissure, quoi. Oui, bon. Alors, et puis tu as raison de parler des Russes, parce que tu as la Russie qui, par l'intermédiaire d'une armée privée qui s'appelle Wagner, essaie de proposer à ses militaires une assistance militaire censée être plus efficace contre les djihadistes. Bon. Mais et enfin, tu as la CEDEAO, la communauté des États africains de l'Afrique de l'Ouest, oui, qui a condamné le coup d'État. Oui. Alors, les militaires disent que la CEDEAO est manipulée par la France. Alors, mon point de vue, alors les développements sont, je rejoins, mais mon point de vue, en fait, il vient de la raison, en fait, de la rationalité du chef de la junte. Il a simplement dit que Florence Parly a déclaré que le chef de la junte avait fait des provocations aux Français. Le Drian, je rappelle que c'est la ministre des Armées, hein, et Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères, a parlé de junte illégitime. Et le chef de la junte a dit qu'il renvoie l'ambassadeur simplement parce qu'on ne peut pas accréditer quelqu'un qui vous représente sur son territoire à lui, alors que vous ne reconnaissez pas l'autorité en question. Il a été un petit peu avec une lecture juridique. Enfin, oui, c'est logique, hein, c'est très logique. Hein. C'est ça. Je ne crois pas qu'il faille rentrer dans beaucoup de développement. Vous le critiquez, il n'est pas légitime, et vous avez un ambassadeur chez lui. Si je ne suis pas légitime, vous ne me reconnaissez pas. Monsieur. Ils n'ont pas eu un langage diplomatique. Ils se sont fait gifler. C'est ça. Voilà. Alors, le reste du communiqué, j'ai lu ça comme dans mes lectures, je veux dire, dans l'Humanité. Le reste du communiqué de la junte dit que Michel, tu lis aussi le Figaro. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il faut connaître ses amis, bien sûr. Je veux te dire que j'ai un ami... N'oublie pas ton idée. Robert Taylor qui m'envoie des extraits du Figaro quelquefois. Bon, d'accord. Bon, notamment Figaro économique. Ils sont toujours bien informés. C'est mieux que Figaro Magazine. C'est bien, ouais, exactement. Largement. Alors, pour terminer, le reste du communiqué, c'est de dire que ça ne préjuge pas de la... Tout à fait, de la future collaboration. De la future collaboration avec la France. Oui, autrement dit, Bougla a fait gros coco, c'est une manière, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit des régimes inféodés à l'impérialisme se donner des allures anticolonialistes. Ce sont des postures. Ce sont des postures. Alors, on continue parce qu'il faut qu'on parle de l'université. Oui, il faut pas... parler de l'université. Moi, j'avais mon mot à dire aussi sur le Sahel. Non, mais allez-y, vous devez en parler. Non, juste pour dire que le Niger s'est exprimé aussi, parce que évidemment, c'est toute la bande de Sahel avec tout ce que l'on sait de ce qui s'est passé, avec des extrémistes, parfois quand même, il faut le dire, des talibans sauce Sahel qui prennent le pouvoir. Et Assoumi Massaoudou du Niger a quand même dit, écoutez, il y a quand même quelque chose de totalement incohérent dans votre putsch. Aujourd'hui, vous n'avez pas été capable seul, militairement, de maintenir, en tout cas, en effet, Bamako et Yaoundé, enfin, toutes les capitales sans l'aide de la France. Aujourd'hui, par ailleurs, vous allez payer des fortunes
que vous n'avez pas. Que vous n'avez pas. Enfin, en tout cas, ils les ont trouvés. Hein, parce que les Russes ne seraient pas venus s'il n'y avait pas des promesses, de contrats. Ils viennent négocier aussi des contrats, il ne faut pas oublier. Enfin, tout l'Occident est pareil. Ils ne viennent pas de façon altruiste avec des milices privées. C'est une milice privée. Ce n'est pas les Russes de Poutine. C'est une milice privée qui vient et qui arrive avec des moyens. Bon, il y a quand même des dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui s'interrogent sur le bien fondé de cette action, sur ce vers quoi ça va déboucher. Et je crois qu'il faut être malgré tout vigilant sur ce qui va s'y passer, parce que faut pas croire à chaque fois qu'on a des mouvements civils comme ça, ou en tout cas de guerre aussi importants, on a aussi des mouvements de population. Les gens vont fuir des territoires où ils ont peur, dans lesquels ils ont peur de vivre. Alors, le continent africain est le continent de l'avenir économique. Aujourd'hui, le continent africain, les Chinois et les Russes sont en train de s'intéresser énormément au continent africain. Pas s'intéresser seulement. Ils s'intéressent, ils s'accaparent du continent africain parce que c'est le continent à développer. L'Asie, c'est bon. L'Amérique du Sud est en train d'émerger avec un géant brésilien. L'Amérique du Nord, on sait. Mais les richesses souterraines de il y a énormément de richesses. Mais en ce moment, quand on va en Côte d'Ivoire, par exemple, des amis ont fait... j'ai un ami qui était, je lui ai dit alors comment c'est en ce moment. Il m'a montré, il y a des travaux partout. Partout. Il y a une très grosse communauté libanaise. Non, mais il y a vraiment énormément d'intérêt pour ce continent-là. Et malheureusement, aux dépens des Africains et avec beaucoup d'instabilité politique. Quand tu disais qu'il faisait les gros cocos, est-ce que Macron ne fait pas le gros coco devant Poutine là, pour l'histoire de l'Ukraine? Non, moi je pense que pour une fois, les Européens ont jusqu'à présent. Bon, Macron joue bien sûr une enfin, c'est vrai qu'il est président aussi de... Soyons d'accord, mais tu as raison. Au niveau de l'apparence des choses, Macron se sert de cette crise et de son rôle de président de l'Union européenne pour se propulser, parce qu'il est candidat à la présidence de la République française et se donner une image. Bon, maintenant, il y a une crise. Et les Américains font de la surenchère et envoient des troupes. Ils ont envoyé 3000 hommes, ils ont renforcé, ils ont donné des missiles à l'Ukraine. Et le problème de la Russie, c'est qu'elle craint son encerclement par les pays de l'OTAN. Or, il y avait, au moment où l'URSS s'est effondrée, la promesse avait été faite à Gorbatchev qu'on n'allait pas étendre le champ d'action de l'OTAN. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on essaie de faire basculer un certain nombre de pays, notamment l'Ukraine, dans le champ d'action, c'est-à-dire aux frontières de la Russie. C'est-à-dire en installant des missiles. C'est-à-dire l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui avait été construite face au pacte de Varsovie soviétique. Or, aujourd'hui, le mur est tombé, l'URSS a disparu, l'OTAN a été maintenue, et ils sont en train de marcher sur les plates-bandes de la Russie. Comme Poutine n'est pas un homme à se laisser faire, eh bien, il est en train de bander ses muscles. Mais oui, Poutine a déjà annexé la Crimée. Oui. Là, il est en train d'encercler l'Ukraine. Et d'ailleurs, un des grands ports de l'Ukraine est pratiquement impossible. Ils ne peuvent pas fonctionner d'accès parce que les gars ont... Donc là, il est en train de... Enfin, je suppose qu'il a envie de reconquérir tous ces territoires en période de l'époque. Il teste sa capacité de défiance. Je pense qu'il n'ira pas à la guerre, mais il est obligé de tester ses... Bon, mais il ne faut pas oublier la position là, aussi stratégique militaire qui a cours. Les États-Unis ont décidé qu'ils ne sont plus le gendarme du monde. Ils ont appelé l'Europe à s'organiser. Du coup, on recommence à entendre parler d'une force armée européenne. Ouais. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas, donc ils sont quand même relativement faibles. Il y a tout ça. Donc Poutine, lui, qui a une masse importante et une force militaire, en tout cas de quoi gonfler les muscles, ne se gêne pas pour faire savoir qu'à la porte de l'Europe, il reste le plus puissant. Ok. Tu voulais dire quelque chose sur ça? Et puis on passe à l'université. En ce qui concerne la stratégie de Poutine, il me semble que jusqu'ici, c'est des pressions calculées, mais que jusqu'ici, et là, il le dit, qu'il ne va pas franchir le pas de l'invasion de l'Ukraine. Il a besoin Quant à la Crimée, c'est autre chose. La Crimée,
La Crimée est un vieux territoire. Oui, c'est un cadeau que Staline avait fait à l'Ukraine, la Crimée. Bon, la Crimée, pas un territoire. D'ailleurs, il y a des Martiniquais qui sont au début du XXe siècle, qui sont morts, notamment dans les Dardanelles. Bon. La Crimée, c'est un territoire qui a à majorité russophone et qui a voté le rattachement à la Russie. Bon. Bien. Alors, nous allons donc parler de l'université, de listes engagées pour l'élection à la présidence de l'Université des Antilles. Alors, Maître Philippe Saint-Cyr, est-ce que ça ne t'embête pas quand même qu'on dise simplement l'Université des Antilles sans rajouter derrière Guyane? Est-ce que ce démantèlement-là, est-ce que c'est une bonne chose? Mais non, on ne va pas refaire l'histoire. Bon, oui, bien sûr, mais c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Terrible. C'est évident que... Et malheureusement, à quoi c'est dû? C'est une faute diplomatique. Nous avions une règle qui a été plus ou moins respectée entre les deux territoires, Guadeloupe-Martinique. C'est la règle de l'alternance. Et à un moment donné, le moment était venu de faire l'alternance à 3. Avec la Guyane. Et, en 2013. Et oui, tout à fait. Et cela ne s'est pas fait. Alors que normalement, c'était le responsable de Guyane qui devait être élu président. Mais je n'ai pas pu, moi j'ai intervenu, mais je n'ai pas pu avoir l'accord de mes collègues. Et c'est là aussi que Taubira, qui était au gouvernement, je crois, elle en a profité pour faire scission. Mais là où ça n'a pas de sens, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Paris par exemple, qui est Paris. Pardon Michel, c'est pas c'est pas un bon coup. C'est un bon coup, d'accord. Mais il faut se rendre compte, par exemple, que partout les universités essayent de se réunir, de se regrouper. C'est pour ça que c'est un drame quand on n'avait pas non plus une immense université, mais on a Paris-Saclay, Paris-Versailles, Paris-Descartes, Paris ceci, Paris-Jussieu. Pourquoi? Parce que malgré tout, avoir une consistance même sur un périmètre international, avoir une consistance universitaire, une capacité de recherche, donc une capacité à sortir des docteurs, à faire de la recherche, à se faire financer de la recherche, c'est important. Plus on divise, moins on a de visibilité, moins on a d'attractivité, très clairement, et moins on a aussi de capacité à financer sa recherche. Mais la partie n'est pas perdue. Non. Je ne pense pas que la partie soit perdue, non, absolument pas. Parce que de toute façon, les Antilles ne peuvent pas se séparer de la Guyane et la Guyane ne peut pas se séparer. Cela est une impossibilité. Tu penses que ça va... Oui. Ils vont rematcher ensemble? Je peux continuer? Oui, je ne te donne pas la parole. Mais non, je te pose une question. Je n'ai pas dit ça. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Une précision. C'est l'avenir. En ce sens, je dis que il n'est pas possible de profiter de notre situation que nous avons, enfin nous, ultramarins, n'est-ce pas, antillo-guyanais, pour s'engager dans la coopération. Nous sommes à la fois, n'est-ce pas, européens et nous sommes américains, amérindiens, Et là, de toutes les façons, à un moment donné, il va y avoir un contact entre la Guyane et les Antilles. Alors, ce ne sera pas une université des Antilles et de la Guyane, mais il va y avoir des accords de coopération sur des projets de recherche. Mais tu penses que ça ne peut pas revenir, il n'y a aucune chance? Enfin, moi j'ai des contacts avec les collègues, c'est pas une idée. Non. Pour le moment, oui, il y a les Antilles et la Guyane. C'est une précision, Charles? 3 choses, oui. Premièrement, l'université, c'est un outil de développement essentiel aujourd'hui pour nos territoires, fondamental. Deuxièmement, Philippe Saint-Cyr a tout à fait raison. Nous sommes l'interface, la zone de contact entre l'Europe et l'Amérique, et c'est dommage de ne pas faire justement cette unité autour de quelque chose qui était acté, parce que, petit décompte, depuis la présidence de l'Université des Antilles Guyane dans les années 70, il y a eu 32 ans de présidence de la Guyane, de la Guadeloupe, et 20 années de présidence de la Martinique. C'est ça les chiffres. Et quand en 2013, il s'est agi de passer la présidence à la Guyane, ils ne se sont pas mis d'accord pour des raisons obscures. Il y a quelques maladresses. Pour des raisons obscures. Oui. Et donc la Guyane est partie, mais aujourd'hui la Guyane est une université qui s'est ouverte sur l'Amérique du Sud. Et l'université de la Guyane s'est ouverte sur l'Amérique du Sud, donc visiblement ça ne va pas trop mal.
Et la précision que je voulais apporter aussi, c'est que le principe d'alternance avait été mis dans les statuts. C'était pas dans la loi, mais c'était dans les statuts de l'Université des Antilles. Et les Guadeloupéens se sont arrangés pour supprimer cette donnée du statut, ce qui fait que l'alternance n'est plus obligatoire dans les statuts. L'alternance était dans le préambule. La préambule, d'accord. Dans le préambule, parce que l'alternance, c'était un accord entre nos différents pays, ok? Et c'était un usage, une coutume, mais qui n'était pas inscrit dans les textes, ok? Et voulant aller dans ce sens, ils ont mis l'alternance dans le préambule. Mais l'alternance ne peut pas être juridiquement acceptée, puisque si tu veux, ça limite la liberté de vote, ok? Et ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ils avaient mis dans le préambule et ils l'ont effectivement retiré. Ceci étant dit... il y a deux candidats à Martinique. C'est ça? Il y a 2 listes, oui. Ceci étant dit, paraîtrait-il que le pôle Guadeloupe est doté pas mal. Hein. Il est mieux doté que... Il y a des options qu'ils ont en Guadeloupe. Oui, ils ont la faculté des sciences, ils ont avec Bircherie la faculté de droit et d'économie, ils ont l'UFR de Staps, voilà. Ils ont un gros groupe de recherche, ils viennent d'installer la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté de Roger Thompson, de mon collègue. Et donc, ils ont effectivement une grosse capacité, tandis que nous n'avons malheureusement que 2 facultés, la faculté des lettres et la faculté de droit et d'économie. Mais je dois dire que la mandature là, qui vient de s'achever a permis d'obtenir ce qui était demandé depuis très longtemps, d'une part par la Guadeloupe et d'autre part par la Martinique. La Guadeloupe voulait effectivement une faculté de lettres et sciences humaines de plein exercice, et la Martinique, n'est-ce pas, voulait une faculté de sciences, et la faculté de sciences a été créée à la Martinique. Donc ce sont des acquis. Mais moi je suis le vieux, donc j'ai une liberté de parole et tu ne t'en pries pas? Non, je n'en prie pas. Mais il serait temps que les politiques se préoccupent de l'université et du pôle Martinique. Comme tu le dis, c'est si bien, et la formation, c'est notre outil de développement. C'est par cet instrument-là, n'est-ce pas, qu'on pourra se développer et qu'on pourra sauver notre pays. Okay? Donc, il faut mettre les moyens et il faut faire en sorte, n'est-ce pas, que nous qui nous occupons de formation, nous ne le fassions pas de façon séparée, et que nous concentrions nos efforts en collaboration avec les autorités politiques admises. Mais dans ce sens-là, je voudrais rappeler ce qui avait été réalisé en 1984. J'avoue que j'étais assez content. On avait créé un comité de liaison. À l'époque, c'était département-région, 3. Okay? Et nous avions mis en place un comité de liaison permanent, où il y avait les 3 départements, les 3 régions, les autorités politiques et économiques de ces 3 pays. Et c'était un statut permanent. Il y avait un seul rectorat. Le rectorat, oui, il y avait, mais le rectorat, on n'a pas tellement de contact. De contact, d'accord. C'est l'autorité qui regarde. Et on a pu, par là, si tu veux, mettre en place des formations, okay, à partir des provisions et des accords qui étaient faits entre les 3 pays. Et je me souviens qu'on avait monté un diplôme de développement agricole Caraïbe qui s'adressait à toute la Caraïbe. Haïti, c'était... Il y avait encore oublié, il y avait qu'un Guyane, il y avait Vincent de Renal et puis Bourri. Et c'était une formation qui alors, toute la Caraïbe, hein, tantôt en Guadeloupe, tantôt en Guyane, tantôt en Martinique. C'était de façon continue. Une année, c'était en Martinique, l'autre année, c'était en Guadeloupe. Et on était arrivé au résultat fantastique, c'est que toutes les collectivités y participaient. Même lorsque la formation se déroulait en Guadeloupe, les formations guyanaises, les collectivités guyanaises et martiniquaises y participaient. Donc il faudrait retrouver cet élan. Et s'agissant de notre Martinique à nous, il serait temps effectivement qu'on imagine cette structure. Avec le digital, ce serait encore plus facile. Une sorte de structure où nous pourrions avoir ces contacts
entre ceux qui demandent des formations, l'autorité économique et les autorités politiques et les autorités d'information. Alors, le président qui vient d'achever sa mandature n'a pas le droit de se représenter, même s'il a un bon bilan. C'est une nouveauté, ça. Non, c'est une nouveauté, c'est une exception par rapport aux autres universités. OK ? Mais il est inscrit dans la loi maintenant que son mandat n'est pas immédiatement renouvelable. D'accord. Il peut attendre un tour et repasser. Il peut laisser passer un mandat, puis oui, mais l'âge de la retraite est là. Effectivement, tout le monde est atteint par l'âge de la retraite. Et oui. Sur l'université, peut-être un mot, puisqu'on a fini, mais un mot sur l'université, monsieur, dame. Mais alors, tu dois avoir des éléments nouveaux, toi, sur les listes. Oui, tu seras amené à... Alors, j'ai des amis sur les deux listes, mais je sais que le président Letchimy est vraiment très attentif au développement futur parce que alors lui ça fait vraiment partie du programme qui était proposé. Il a comme cheville au corps la volonté de faire que cette université-là soit véritablement un tremplin pour les jeunes et surtout pour garder nos jeunes en Martinique. Parce que le souci démographique, il se pose et quand on est jeune, c'est quand on est jeune qu'on fait des enfants, même si Michel Blanchy n'a pas fini. Béatrice ? Oui, enfin moi je vais aller sur ce point sociétal, c'est-à-dire que je le dis et je le redis, il faut qu'on arrête de financer l'exil de nos jeunes, et l'exil du savoir d'ailleurs. Finalement, ça nous coûte extrêmement cher de façon collective. Et malheureusement, en effet, quand ces jeunes personnes, après le bac, partent, elles partent pour 5-6 ans et se retrouvent finalement à l'âge où elles commencent à se stabiliser, chercher un emploi. Et quand elles le trouvent hors des frontières martiniquaises, il y a de fortes chances qu'elles ne reviennent pas. Donc il y a tout intérêt pour nous à aller vers une université avec des universités de plein exercice qui puissent former le plus loin possible. Et puis, je crois que l'une des leçons, par ailleurs, finalement, aussi du Covid, c'était de montrer qu'on peut aussi former à distance sur un certain nombre de choses, sûr, comme le professeur le disait. Le numérique aujourd'hui est un outil fondamental et il y a de quoi faire. Et en toute sincérité, pour l'heure, c'est pas ce qui est devenu l'université, même en termes immobiliers, ce n'est pas acceptable. Donc il faut vraiment mettre un coup de collier très fort pour cette jeunesse dont on parle tant et à qui on doit offrir des conditions d'apprentissage, de formation et de connaissances bien meilleures. Alors, malgré toutes nos bonnes volontés, on n'a pas pu essayer de faire d'autres sujets, mais il y a les Balkany qui vont faire un tour en prison, puisqu'ils n'ont pas respecté le bracelet électronique, ils ont dépassé ça. Donc, ils vont peut-être se retrouver en tôle. Je ne vais pas pleurer. Madame Balkany est déjà à l'hôpital. Elle est déjà à l'hôpital, elle a fait une tentative de suicide. Mais bon, ils ont quand même des petites techniques. Alors lui, il était très malade, il a fait des machins, et puis on le voit une semaine après en train de danser la Macarena dans la rue. Maintenant, si c'est toi et moi, on reste enfermés. Voilà. Mais c'est tout d'ailleurs le paradoxe de la justice, et on le voit d'ailleurs. Moi, je tiens à dire aussi qu'il nous faut des moyens aussi en Martinique pour la justice et notamment la justice financière. Mais il y a quand même une complaisance à l'égard des délinquants financiers. Des délinquants en col blanc, absolument. Oui, des délinquants financiers qui est quand même très importante en France. Enfin là, ce n'était pas des financiers, ce sont des hommes politiques. Non, c'est des délinquants financiers, c'est-à-dire que... Ils ne déclaraient pas les impôts. C'est sur des questions d'argent qu'ils deviennent des délinquants. C'était un statut politique, ils étaient maires, je ne sais pas trop quoi. Non, mais ils ont été poursuivis de la même manière. C'était des soucis de déclaration d'impôts. En général, quand c'est des problèmes d'argent, même si c'est des sommes très importantes, comme il dit, ce qu'on appelle vulgairement les délinquants au col blanc, il y a quand même une facilité, une mensuétude. Non seulement il y a une question de mensuétude, mais la délinquance financière demande de la part des policiers et aussi des autres services, je pense par exemple aux services fiscaux, et aussi le service auquel j'ai appartenu, la direction de la concurrence et de la consommation, des formations particulières pour démonter les montages financiers très habiles. Ces gens-là ont les moyens de se payer des cabinets internationaux qui jouent sur les différences de législation
Et qui sont rompus aux exercices. Ils sont rompus. Donc, et qui emmènent au Panama Papers et tout ça. Pour démonter cela, d'une manière générale, les services, le SRPJ, ça a été renforcé récemment en Martinique, un peu, mais sont insuffisamment tu te rends compte que on dépayse les affaires. La fraude aux impôts, c'est 80 à 100 milliards par année. Ouais. C'est énorme. Énorme. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on dépense 10% pour 8 milliards et donc de formation et de personnel et de services publics pour aller les chercher, qu'on gagnerait beaucoup. Alors, ce que je voulais aussi dire, nous sommes à l'heure des vœux. Bon, le mois de janvier est terminé, mais il y a déjà 12 policiers qui se sont donné la mort, qui se sont suicidés. Donc, on ne sait pas pourquoi. En France. En France. 12. Il y en a 12 déjà qui se sont jetés par des tours, des choses comme ça. Je pense que la police devait recevoir cette semaine les différents candidats, sauf Mélenchon. Ils ont dit... Non, c'est pas la police. Non, Manu. Un syndicat de police. C'est l'Alliance qui est un syndicat d'extrême droite. C'est un syndicat de police. Voilà. Non, il faut le dire ce que c'est. C'est la branche de Le Pen et de Zemmour dans la police. C'est exact. Ce ne sont pas des policiers républicains. Mais je suis d'accord, mais n'empêche que ce sont... C'est ceux qu'on a chopé avec des vidéos et des audios en train de traiter les noirs, des collègues noirs de macaques. On va les tuer, on va les machins. Non, c'est pas n'importe qui. D'accord. On arrive à la fin, mais je veux quand même dire qu'ils font partie d'un syndicat. Donc, on n'a qu'à dissoudre le syndicat. Mais ce sont des policiers, puis ils ont un syndicat. Il est tout à fait légal, le syndicat. Voilà. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que hier soir, au François, il y a eu encore un meurtre, et quelqu'un blessé gravement. Ça devient vraiment incroyable à la Martinique. Voilà. On n'a pas le temps de développer ça, mais c'est quand même... C'est pour ça que je nous appelle quand même aussi dans nos communications à plus, parce que c'est devenu OK choral un peu partout, sur des plateaux, sur les réseaux et tout ça. Moi, c'est très clair sur les réseaux sociaux, dès que ça devient trop agressif, je supprime, je bloque, je vire, c'est tout. C'est quelque chose d'insupportable. Et je pense qu'on a aussi ce devoir d'exemplarité, de faire aussi un peu baisser parfois la pression sur les choses. Et là, ceux qui veulent se présenter aux élections législatives, ils devront se battre pour ça, pour qu'on obtienne plus de choses pour la Martinique, des policiers, faire des choses. Voilà. Je suis désolé, Grégory, d'avoir débordé, mais il fallait quand même dire un petit mot de tout ça. Et il faut avoir une police beaucoup plus active, une police de proximité. Oui. Qui a été dissoute par Sarkozy. Je dis bien une police formée à respecter les institutions de la République. Bien. Et les douaniers aussi. Merci. Ah oui, les douaniers encore ça, oui. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Et merci d'avoir éclairé les téléspectateurs martiniquais, guyanais, guadeloupéens qui nous regardent régulièrement parce qu'on reçoit des mails un petit peu de partout. Parce qu'il faut préciser que ce sont nos amis guadeloupéens. On parle de l'université, mais ce sont nos amis guadeloupéens, guyanais, il y a la diaspora. Nos compatriotes. En France, ce sont nos compatriotes et ceux qui nous regardent aussi sur Facebook Live. Nous sommes en direct sur le Facebook Live là en ce moment. Et moi je pense que dans cette affaire, il faut apaiser un peu le climat Martinique-Guadeloupe, parce que c'est pas seulement dans le domaine de l'université. Tout à fait. Je fais partie d'une génération qui s'est battue un peu avec Philippe Saint-Cyr pour l'université Antilles-Guyane, mais aussi pour l'université des Antilles et de la Guyane. Et nous sommes battus aussi pour un avenir politique antillo-guyanais. Je pense que il n'est pas possible d'envisager une souveraineté, une autonomie de nos pays si on ne le fait pas corps avec la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. On en reparlera parce que la Bonne Amano aussi fait déjà ce travail-là en Guadeloupe, puisque nous sommes souvent en train de faire de la musique pour relier les départements Martinique et Guadeloupe, Guyane. Merci à tous les quatre, merci à vous chez vous de nous avoir suivis, merci à notre ami pour la réalisation et à très vite sur Zouk Télé. Merci. Merci.